Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la cyber-résilience et comment répondre aux enjeux, notamment de la nouvelle réglementation DORA. Nous allons commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne. Je pense qu'on peut en profiter quand même pour faire peut-être les présentations. Pour ceux qui nous connaissent, alors peut-être je vais commencer. Je suis Paul Estrache, directeur du marketing produit à Mega, également en charge de nos solutions autour de l'architecture d'entreprise. Et aujourd'hui, donc, j'aurai la chance d'être accompagné par mon ami Cyril, notre expert GRC maison. Bonjour Cyril. Bonjour à tous, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et également notre partenaire Olivier Patol, Trustable. Olivier, je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, Olivier, donc le CEO de Trustable. Trustable est une startup spécialisée dans l'évaluation de sécurité, notamment l'évaluation dynamique de la sécurité et avec un focus sur la gestion et l'évaluation de tiers. Très bien. Bon, on est très heureux d'avoir Olivier avec nous aujourd'hui pour adresser ce sujet autour de la cyber-résilience, un sujet très tendance en ce moment, et notamment avec la DORA, cette réglementation qui approche. On a 1 heure en fait à passer ensemble. On va bien évidemment passer un bon moment à vous présenter la DORA, une approche, comprendre un petit peu plus les enjeux, les impacts sur l'organisation, nos recommandations pour adresser ce sujet. Et bien évidemment, on prendra une quinzaine de minutes, je pense, pour répondre à vos questions éventuelles. Pour poser vos questions, utilisez le chat en question. Alors, faites bien attention avec l'interface qu'on vous propose. Il y a 2 chats. Il y en a un qui va être pour partager vos commentaires, interagir entre vous. Et pour les questions, il y a un chat spécifique questions. Je vous recommande de l'utiliser. Sinon, on risque d'être noyé dans la masse de commentaires qu'il pourrait y avoir, que nous espérons qu'il y aura. Commentaire positif. Commentaire positif, bien évidemment. Voilà. Je pense que c'est bon pour la présentation, l'introduction. 11h03. Je pense qu'on peut démarrer, Cyril. Oui, tout à fait. Avec toi. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une approche très didactique de la DORA, de peut-être démocratiser un peu ce qu'est la DORA. En plus, ça tombe bien, c'est le mois de la cybersécurité, donc on est en plein dans le sujet. Donc, la DORA, c'est pour le Digital Operational Resilience Act. Donc, quel est le but en fait de la DORA? Le principal but, c'est de réduire le risque cyber du secteur financier, éviter les effets dominos, puisque maintenant tous les systèmes sont interconnectés, les opérateurs partagent des plateformes des fois communes ou des prestataires communs. On veut éviter à tout prix un emballement du système et un crash qui avant on pouvait mettre plusieurs mois, plusieurs semaines et qui maintenant pourrait arriver en quelques secondes, voire nanosecondes, avec l'interconnectivité des systèmes d'information. Donc, c'est vraiment ça. Le but premier, c'est réduire le risque cyber du secteur financier. Donc, qui ça concerne? Ce sont toutes les banques et institutions financières, donc les assurances, les sociétés de gestion, mais pas seulement, ça concerne aussi les prestataires de services informatiques. Et tous les prestataires de ce qu'on appelle des services TIC, donc c'est ce que vous allez, on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec Olivier, qui se spécialise dans la gestion de ce qu'on appelle le risque de tiers des services, des prestataires de services TIC, qui est vraiment très important dans le cadre de la DORA. Alors, juste pour mettre un peu de volumétrie sur ce dont on parle à peu près de 22 000 opérateurs impactés par la DORA. Donc, c'est quelque chose qui va être assez massif, un peu de la même magnitude que le RGPD. Alors, l'entrée en vigueur de la DORA, ça a commencé le 17 janvier 2023. Vous n'êtes pas en retard, puisque la mise en application, c'est le 17 janvier 2025. Mais comme on va vous le démontrer dans toute cette présentation, ce n'est pas quelque chose de trivial. C'est vraiment
une approche et un changement en profondeur qui va être nécessité par la DORA. Et donc, ça concerne évidemment le territoire européen, donc sur l'Union européenne, mais ça concerne aussi bien les opérateurs qui pourraient être typiquement une société américaine qui a des opérations en Europe devrait être assujettie à la DORA. Donc voilà un peu pour un tour rapide de la DORA et des implications. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la DORA, elle est organisée sur 5 piliers. Donc, on va vous les présenter rapidement, et c'est notre vision, nous, éditeurs, et la vision aussi de Olivier, sur ces 5 piliers, et ce qu'il nécessite de mettre en place pour répondre à ces 5 piliers. Le premier pilier, c'est la mise en place ce qu'on appelle d'un dispositif de gestion du risque TIC, donc de technologie de l'information. La première chose que ça nécessite, c'est d'identifier pour les entreprises les processus critiques de l'entreprise, alors qui pourraient, en cas de défaillance, impacter le système financier. Donc, c'est d'abord identifier ces processus critiques. Le deuxième point, c'est identifier les ressources informatiques qui supportent ces processus critiques. Et sur ces processus et ces ressources informatiques, identifier les risques liés au TIC. Bien évidemment, une fois que j'ai identifié ces processus, ces applications et ces risques, je vais mettre en place les moyens de maîtrise et je vais les tester et les évaluer pour m'assurer que j'ai une bonne résilience déjà sur cette première couche. Évidemment, il faudra auditer le dispositif avec l'audit interne une fois par an. Ça, c'est pour le premier pilier, c'est vraiment la mise en place d'un dispositif en interne, comme un dispositif de gestion des risques, mais sauf qu'il est très axé sur la gestion du risque TIC. Le deuxième pilier va concerner la gestion et la classification et notification des incidents TIC. Ce qui va supposer que je suis en capacité de détecter, de documenter et de classifier tous les incidents TIC qui m'impactent. Après, les organisations vont avoir une obligation de déclaration aux autorités des incidents majeurs TIC. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 48% des entreprises qui déclarent leurs incidents cyber. En majorité, c'est par peur on va dire, d'une mauvaise presse et des impacts réputationnels et financiers que ça peut avoir, mais aussi ça peut être par peur en interne d'être blâmé si on est dans le département sécurité parce qu'on n'a pas bien géré les incidents. Donc le régulateur veut vraiment qu'il y ait une vraie transparence et un vrai partage d'informations sur ces incidents. Bien évidemment, une fois qu'on les a déclarés, il faut assurer une surveillance, un traitement pour s'assurer que ces incidents ne se répètent pas, en effectuant une analyse causale et mettre en place des plans de remédiation. Ça, c'est le deuxième pilier sur la classification et notification des incidents. Bien évidemment, on va tester le dispositif que l'on a mis en place, typiquement comme un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'on va identifier des risques potentiels qui vont nous impacter soit suite à des incidents et qui vont mettre à mal notre dispositif, et on va concevoir les plans de continuité d'activité ou le plan de reprise d'activité pour redémarrer en cas d'impact ou de disruption. Il va falloir évidemment aussi faire des tests d'intrusion sur mon dispositif qui devront être faits à la fois par des équipes internes et à la fois par des équipes externes. Mais comme on le sait aujourd'hui, aucune entreprise en fait n'est une île, elle fonctionne dans un écosystème avec des partenaires, ce qui m'amène au quatrième pilier, qui est la gestion des risques liés aux tiers et aux services TIC, et pour lequel je vais laisser Olivier nous expliquer quels sont les impacts de ce pilier pour les organisations. Merci Cyril. Effectivement, peut-être avant de rentrer dans le détail du quatrième pilier, peut-être vraiment avoir une vision un peu plus globale et se rendre compte que ces différents piliers ont quand même une certaine logique. On a effectivement le premier pilier qui a vocation à mettre en place un certain nombre de moyens de contrôle et des mécanismes de renforcement de résilience au sein de l'entreprise. Le deuxième point qui est focalisé sur la partie incident et la génération et la remontée d'incidents parce que
comme on le sait, tout système de protection n'est pas infaillible, donc il y aura de toutes les façons de temps à autre en gros des incidents, et donc l'objectif c'est de pouvoir donner de la visibilité sur justement les incidents qui ont pu être réalisés. Et le troisième point, c'est le fait de tester en gros ce dispositif. Pour l'instant, on est vraiment focalisé uniquement sur le mode de fonctionnement interne de l'entité et la capacité interne de l'entité à gérer en fait le système d'information et le scope en gros qu'elle maîtrise directement. Comme l'introduisait effectivement Cyril, aujourd'hui les entreprises ne sont pas en fait des blocs monolithiques et en totale autarcie, mais sont intégrées et impliquées dans un écosystème où on a effectivement différentes interconnexions, parce que l'entreprise va tout simplement avoir un certain nombre de prestataires qui va supporter une partie du système d'information, qui va héberger certaines applications qui elles-mêmes vont supporter différents process et différentes activités clés. Donc, effectivement, l'importance du pilier 4, c'est de garantir le fait que l'écosystème sur lequel repose l'entreprise est suffisamment fiable et résilient pour ne pas mettre à mal le bon fonctionnement de l'entité en question. Donc, pour cela, la directive prévoit effectivement un certain nombre d'exigences, notamment sur le fait d'être en capacité d'identifier l'ensemble des partenaires technologiques clés. Donc, l'entité doit pouvoir effectivement identifier de manière claire les tiers avec lesquels, en gros, elle travaille et surtout, quel est l'impact et la sensibilité de ces tiers vis-à-vis de ces activités. De pouvoir, en gros, évaluer de manière régulière la fiabilité de ce tiers, et notamment sur les aspects donc résilience cyber, vérifier effectivement que le prestataire A ou le prestataire B, en gros, ne présente pas de défaillance qui pourrait représenter un risque important pour l'entité en question. Il va y avoir un troisième point qui, lui, sera plus d'ordre juridique, où il y aura nécessité d'intégrer notamment les contrats de services qui seront élaborés entre ces tiers IT et l'entité, donc un certain nombre de clauses contractuelles qui permettront justement de donner un cadre et un champ d'action des activités qui seront portées et les responsabilités qui seront aussi reportées d'un côté sur le tiers et de l'autre sur l'entité. Et enfin, pour que ce référentiel puisse vivre et puisse être maintenu dans le temps, avoir la nécessité de réactualiser dans cet inventaire et de notifier sur une base annuelle les autorités sur l'évolution du périmètre de tiers sur lequel repose en fait l'entité. Et de la même façon qu'on évoquait tout à l'heure le fait que des contrôles internes ne seraient pas infaillibles et donc on aurait de toutes les façons des incidents, on prévoit aussi le fait qu'en s'appuyant sur des tiers, on n'aura pas que des tiers infaillibles. Donc, le dernier point qui est mentionné par la directive, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies de multi-fournisseurs. Et dans ce cas, lorsqu'un fournisseur est défaillant, qu'on ait la capacité à basculer sur un deuxième tiers pour maintenir la résilience de l'ensemble. Donc ça, c'est pour le quatrième pilier. Et enfin, on a un cinquième pilier qui est le dispositif de partage d'informations qui, lui, a vocation tout simplement à communiquer au pair un certain nombre d'informations sur les incidents, sur quelque part les leçons apprises au travers des différentes expériences, de manière à faire bénéficier à l'ensemble de l'écosystème de son expérience, mais aussi surtout bénéficier de l'expérience des autres et donc éviter de faire les erreurs qu'auraient pu faire les autres sur ces différents projets. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour ces précisions. Donc, 5 piliers qu'on vous a résumés ici, et on va voir justement quels sont les challenges qui vont être liés pour adresser ces 5 piliers de la DORA. Effectivement. Donc, merci Olivier, Cyril. Maintenant qu'on comprend un peu mieux donc, les objectifs de la DORA, merci pour l'explicitation. On va pouvoir se concentrer sur la façon, donc parce qu'on vous a quand même donné pas mal d'informations, alors juste de quelques instants. On va se concentrer sur la façon dont cette réglementation va impacter une organisation, les organisations, au niveau de ses départements et même au niveau de ses individus. Donc, quand on pense cyber-résilience, tout de suite, on pense à système d'information et donc aux équipes informatiques. Et effectivement, elles vont être impliquées de multiples manières, comme vous voyez à l'écran.
dans un premier temps, elles vont déjà devoir identifier les ressources informatiques critiques. Donc, je parlais tout à l'heure, Cyril, savoir les ressources informatiques qui vont supporter des activités critiques de l'entreprise, qui vont avoir un vrai impact sur son revenu, sur son image, etc. Donc, identifier ces ressources informatiques critiques, ça va être du ressort effectivement de la DSI, des gens qui vont être en charge des applications, des architectes, voilà. Mais aussi cartographier le système d'information, cartographier au niveau critique, les applications critiques, et pour identifier les dépendances. Des dépendances interapplicatives, une application qui va échanger des flux avec d'autres critiques, va échanger des flux avec d'autres applications qui vont être concernées dans ce périmètre. Également les briques technologiques sur lesquelles s'appuient ces applications. Donc cette cartographie-là, elle est importante dans le cadre de cette réponse à la DORA, de la cyber-résilience. Ça ne s'arrête pas là. On parlait également d'identifier les prestataires. Tu parlais, Cyril, de prestataires de services informatiques. Donc, ça va être les gens qui vont, les fournisseurs qui vont fournir soit des technologies sur lesquelles vont s'appuyer des applications, des développements spécifiques dans les organisations, ou des prestataires qui vont fournir des applications SaaS, comme peut l'être Mega, hein, l'application OPEX. Également les prestataires qui vont avoir des outils qui vont échanger finalement des informations avec le système d'information critique de l'organisation. Et donc pour tous ces éléments-là, on va devoir identifier les risques majeurs pour l'organisation et dans certains cas appliquer des moyens de maîtrise si c'est nécessaire. Donc mettre en place des contrôles. Tout ça, c'est plutôt des choses qui sont du ressort de la DSI, alors DSI globale, même si ça peut être des rôles un peu différents en fonction de l'organisation. Plus évident, on va avoir des équipes de cybersécurité qu'on a représentées en bas avec le responsable RSSI, le responsable des sécurités et des systèmes d'information. Ces équipes cybersécurité, elles vont devoir, leur mission, de toute façon, première, c'est de maîtriser le risque cyber, de l'identifier et de pouvoir l'évaluer. Donc, naturellement, elles vont être impactées dans ce dispositif-là. On n'oublie pas que la réglementation, comme vous l'avez précisé tous les deux, nécessite de détecter les incidents, en tout cas de reporter les incidents qui auraient impacté les incidents, les technologies d'information. On va également devoir s'attacher à devoir évaluer les impacts plus métiers des incidents. Aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter uniquement à dire j'ai telle technologie qui est vulnérable et qui a été impactée par tel incident, et on va devoir être en mesure de remonter à finalement les conséquences métiers de ces incidents-là. Et ça va être du ressort des équipes de cybersécurité. Et puis pour terminer avec les équipes qui sont côté IT, je ne peux pas m'empêcher forcément de citer une population qu'on connaît bien à Mega, les architectes, puisque ils vont toujours être en charge de devoir concevoir des solutions, sauf que là, forcément, ce sera des solutions qui devraient être résilientes face aux cyberattaques, aux défaillances matérielles, aux pannes logicielles, etc. Et donc, on va devoir encore plus s'attacher, côté architecture, à définir des architectures qui vont permettre la mise en place de mesures de sécurité qui vont être avancées, de dispositifs de redondance, de planification des continuités d'activité, de la continuité d'activité et les fameux PRA, stratégies de récupération en cas de sinistre. Donc voilà, au niveau IT, un ensemble de personnes ou de départements qui vont être impactés. Au niveau métier, très rapidement, on sait qu'on va penser aux personnes côté GRC, donc gouvernance, risque et conformité, parce que dedans, on a conformité déjà. Donc la première des missions, ce sera d'être en conformité avec la DORA, dans cette perspective-là. Également, voilà, les personnes qui sont en charge des risques, dans la gestion des risques globales de l'organisation, pas que des risques opérationnels, et ont besoin d'avoir une vision aussi sur les risques plus IT, et donc en lien avec le risque cyber. Le report des incidents dont on parlait tout à l'heure aux autorités de contrôle va être réalisé principalement par des équipes de GRC. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va le faire, et pas, en tout cas, en s'appuyant sur des équipes de cybersécurité. Et tout ce qui est continuité d'activité, alors ça va dépendre de l'organisation dans laquelle on va être, mais généralement, on sait que c'est les équipes GRC, à minima, trempent dans la mise en place de ce type d'approche, voire même sont en charge de le mettre en place.
Un petit peu moins évident, mais tout aussi important, l'impact que la DORA et la cyber-résilience peuvent avoir sur le board. Pourquoi? Parce que tout simplement, les membres du COMEX aujourd'hui sont en charge, ont la mission de devoir protéger l'entreprise. Et par protéger l'entreprise, on entend la mise en place des moyens nécessaires pour assurer la cyber-résilience, la résilience de l'organisation. Et pour cela, le board aura nécessité de disposer d'une évaluation fiable du risque cyber auquel est exposée l'organisation. Okay, c'est clairement quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus discuté au sein du COMEX, évoqué en tout cas cette vision sur le risque cyber, puisque avec l'émergence de toutes les cyberattaques et tout ce qu'on peut entendre, c'est une vraie nécessité. D'autant plus nécessaire qu'avec la DORA, les membres du board pourront être également mis en responsabilité pénalement en cas de défaillance avérée de l'organisation en termes de mise en place de mesures autour de la cyber-résilience. Hein, ça veut dire en gros, si les moyens nécessaires pour la cyber-résilience s'avèrent ne pas avoir été suffisamment prévu, mis en place, le board pourra s'exposer à des sanctions pénales. Voilà, donc en fait, on constate que la DORA va impacter beaucoup de monde, beaucoup de départements dans l'organisation, et que ça se traduit finalement par une multitude de challenges individuels aujourd'hui. Comment, je vais en prendre l'exemple, hein, par exemple, comment impacter évaluer les impacts métiers des incidents TIC pour une équipe cybersécurité, voilà, ça c'est un réel enjeu. On va y répondre tout de suite et je vais te laisser, toi, Olivier, peut-être répondre la façon dont on se propose d'y répondre efficacement. Ouais. Merci Cyril. Paul, pardon. Je t'en prie. On a vu effectivement sur le slide précédent que la DORA en fait impose un certain nombre de challenges à titre individuel et que chaque fonction au sein de l'entreprise a effectivement déjà des challenges à relever. Donc ça, c'est une première difficulté, puisque très clairement, les sujets qui sont prévus pour chacune des fonctions ne sont pas forcément maîtrisés à date au sein des entreprises, en tout cas entre celles qui sont concernées par cette directive. Mais on va avoir en fait un deuxième challenge qui va être d'être en capacité de travailler avec des populations différentes. Parce que la réussite en fait de la mise en conformité à la DORA va surtout être une question en gros d'une capacité à faire toutes ces fonctions travailler en coordination. Donc on peut prendre un exemple, enfin on peut même prendre plusieurs exemples. C'est que si jamais vous voulez pouvoir apprécier l'impact d'une défaillance d'un tiers sur une activité clé de l'entité, vous devez d'une part déjà avoir donc cette cartographie des activités clés et avec la liaison sur les différentes applications et les assets qui supportent ces applications. Donc le lien entre les activités clés et les applications en tant que telles, ce sera une donnée qui sera maîtrisée, qui sera gérée notamment par les architectes d'entreprise. Le lien entre les actifs ou l'inventaire des actifs au sein de l'entreprise, c'est une information qui sera plutôt détenue par la DSI. Et on va avoir le registre des tiers qui sera plutôt tenu et géré par la direction des achats. Donc, vous voyez effectivement que ne serait-ce que pour réussir à faire ce lien et à assurer cette chaîne de bout en bout, vous avez forcément la nécessité de faire en gros ces différentes fonctions et avoir des processus qui permettent à ces différentes fonctions de se parler, de communiquer l'information, de garantir effectivement que l'information est intègre et peut être exploitée en l'état. Vous aurez les mêmes problématiques lorsque le RSSI aura le souhait d'identifier en gros clairement quel est l'impact d'une attaque informatique ou d'un incident de sécurité sur les activités de l'entreprise. Vous aurez aussi la nécessité de faire le RSSI, accéder aux informations que peuvent posséder les architectes d'entreprise pour avoir ce lien. Le point aujourd'hui, c'est que pour réussir effectivement donc, à relever ces différents défis, on a un vrai challenge qui est de réussir à faire travailler toutes ces populations ensemble, communiquer
les informations et avoir des processus efficaces. Et pour ça, Cyril, justement, je te laisse peut-être rentrer dans le détail, mais on a effectivement je dirais un défi sur un triptyque très bien connu, qui permettra effectivement, en fait, pour moi, ce sont effectivement les clés de succès de ce type de projet. Ouais, tout à fait comme tu le disais, Olivier. En fait, on voit que l'Adora, même si en discutant avec certains de nos clients qui ont l'impression que ça sera, je veux pas dire une promenade de santé, mais que ça sera assez facile. En fait, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un vrai projet de transformation transverse. Et comme tu le disais, nous, on l'a représenté avec un triptyque qui justement montre que c'est un vrai changement en profondeur qu'il va falloir intégrer dans les organisations pour montrer, pour se conformer tout simplement avec l'Adora. Alors, ça va impacter trois niveaux. Déjà, au niveau de l'organisation, on l'a vu dans le slide précédent, puisque ça va de la direction générale au département risque, contrôle, conformité, à la DSI, RSSI, le juridique pour les nouvelles clauses sur l'Adora, les achats pour la partie aussi gestion des tiers. Donc, il y a déjà beaucoup de départements qui vont devoir travailler ensemble. Ces départements aussi, ils sont liés à des processus qui vont devoir eux aussi s'adapter pour être en conformité avec l'Adora. Donc, on en a mis quelques-uns comme la gestion du portefeuille applicatif, gestion des actifs, des risques, gestion des tiers, tout ce qui est déclaration d'incidents, les tests d'intrusion, la continuité d'activité, l'audit interne et externe et tout ce qui est reporting réglementaire. Bien évidemment, ça va impacter aussi tous les systèmes sur lesquels reposent ces processus, puisqu'aujourd'hui, ils sont quand même assez silotés, puisqu'on a le référentiel du SI d'un côté, le gestionnaire des processus métiers peut-être de l'autre, on a peut-être des SIGR ou outils GRC aussi, des solutions de continuité d'activité, des outils de déclaration d'incidents et des solutions de reporting. Donc, ce qu'on voit très bien à travers ce triptyque, c'est qu'il y a beaucoup de composants autour de l'Adora qui sont pour l'instant un peu disparates et qui vont devoir travailler ensemble, s'harmoniser sur une plateforme commune pour pouvoir échanger de l'information, pour pouvoir répondre aux défis de la cyber-résilience qui est imposée avec l'Adora. Ce qui nous amène à notre slide suivant qui est comment on démarre en fait. Et nous, ce qu'on propose donc avec notre approche méga et trustable, c'est une approche en quatre étapes de mise en conformité avec l'Adora qu'on va vous détailler là avec Olivier. La première étape qui est assez classique, on va dire, c'est de créer le dispositif de gestion des risques TIC. C'est un peu ce qu'on avait discuté qu'on a présenté les cinq piliers, c'est-à-dire de créer en fait un dispositif de maîtrise des risques TIC orienté pour l'interne, donc avec l'identification des processus et des ressources informatiques. Et ça, les entreprises le font déjà en majorité. Donc sur cette partie-là, il y a déjà des entreprises qui peuvent se baser sur leur existant pour répondre à cette première étape. Ce qui est peut-être moins évident, et c'est là où je vais te repasser la main, Olivier, où il y a un vrai challenge, c'est sur la partie en fait gestion des partenaires technologiques clés. Oui, tout à fait. Alors, le point, c'est qu'on vous a présenté tout à l'heure les 5 piliers tels que présentés par l'Adora. Et effectivement, ce que nous vous proposons, c'est tout de même de revoir un peu l'ordonnancement, puisque l'objectif, effectivement, donc, de créer le dispositif de gestion des risques TIC, comme on l'a évoqué en introduction, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont étendues. Et vous avez des processus qui ne sont pas maîtrisés de bout en bout au sein de l'entreprise, mais qui peuvent être supportés en partie par un écosystème externe. Donc l'objectif, c'est surtout effectivement d'avoir dans cette connaissance parfaite du périmètre sur lequel reposent en gros vos différents processus et vos différentes activités clés. Et pour cela, c'est identifier notamment quel tiers intervient sur tel ou tel périmètre ou quel tiers va supporter telle ou telle partie du processus. Donc là, c'est vraiment avoir effectivement et pouvoir définir dans un premier temps cet écosystème, qu'il soit interne ou externe. Et je dirais même, en gros, arriver au stade où
où on considère vraiment le périmètre au sens large. Donc, avoir cette vision. Et ensuite, une fois qu'on a donc cette vision, c'est de dérouler les autres piliers proposés par la DORA, parce qu'on va pouvoir déployer en fait ces autres piliers sur ce socle qui sera connu et qui sera maîtrisé. Donc ce sont notamment des piliers qu'on vous présente ici de manière séquentielle, mais Cyril, tu me confirmes, ce sont des choses qui peuvent être parallélisées. Oui, tout à fait. Notamment sur la partie de la gestion des incidents et sur la supervision, puisque c'est des choses qui peuvent être faites totalement en parallèle. Moi, j'avais une petite question pour toi, Olivier. Et là, je vais faire appel à ton expérience précédente dans un cabinet de conseil dont je tairai le nom, où tu t'occupais de la cybersécurité. Toi, le dispositif en fait de gestion des risques, tel qu'il est décrit par la DORA, avec la nécessité d'identifier vraiment les applications clés qui supportent les processus clés avec les fournisseurs qui interviennent dans le modèle d'affaires et de voir les impacts potentiels que pourrait avoir une défaillance de ces fournisseurs. Est-ce que c'est des choses que toi, dans ton expérience précédente, tu as vues qui sont déjà en place, ou est-ce que les entreprises sont quand même assez loin de cette cible? En fait, c'est un État, je dirais, vraiment des entités qui sont très matures sur le sujet, et je dois avouer qu'il n'y en a pas beaucoup sur la place. Souvent, en fait, on a toute la matière, on a toute la donnée au sein des entreprises, à savoir, d'un côté, la notion et l'information sur les activités clés et les applications qui les supportent. En général, c'est une donnée qui est plutôt maîtrisée et qui est détenue par les architectes d'entreprise, où ils vont effectivement avoir cette notion-là. De l'autre, on va avoir côté RSSI une information sur le niveau de sécurité du parc informatique, mais sans forcément avoir le lien avec les impacts que cela peut avoir sur les activités et les activités clés, parce qu'ils n'ont pas forcément cette visibilité. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est un lien aujourd'hui qui n'est pas systématique. Ou en tout cas, il y a une vision que peut avoir le RSSI qui reste parcellaire. Et donc, aujourd'hui, clairement, c'est un chemin qui reste à parcourir au niveau des entreprises. Eh ben, ça me permet en fait de faire une bonne transition, parce que c'est vrai que si ce dispositif n'est pas en place, c'est quand même la pierre fondatrice un peu de la DORA, et c'est de là que découlent toutes les autres séquences qu'on a illustrées dans ce slide. Et c'est vrai qu'il faut déjà avoir ce socle bien en place, pour pouvoir après effectuer des tests de résilience, pouvoir avoir les plans de continuité qui vont bien avec les PRA aussi, et pouvoir faire aussi des tests d'intrusion annuels, pouvoir aussi avoir une capacité à détecter les incidents et à pouvoir très rapidement détecter si cet incident il impacte une application qui est critique, qui supporte un processus critique et qui potentiellement pourrait mettre en défaut le système financier global. Donc ça, c'est vrai que si on n'a pas ce socle commun, c'est des choses qui vont être très difficile, ou un vrai challenge pour les entreprises, je dirais, à pouvoir se conformer à la DORA. Tu confirmes ça, du coup, Olivier? Oui, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on voulait vous présenter aussi avec ce slide-là, c'est voilà, 4 étapes qui, alors, on n'a pas vraiment suivi l'ordre, comme disait Olivier, des piliers, mais c'est plus un ordre qui est plus logique, nous, d'un point de vue métier, et sur ce qu'on peut voir sur le terrain. Et le but, en fait, de cette étape, de ces 4 étapes, de cette séquence, si vous voulez, c'est de répondre, en fait, à un objectif qu'on va essayer d'illustrer avec un petit schéma, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit schéma pour expliquer de quoi on parle. Pour que ça soit bien clair pour vous tous, même si ça l'est peut-être pour certains, mais pour qu'on soit... voilà, c'est le socle en question dont tu parlais qui est nécessaire pour la mise en œuvre. Je vais l'animer, il n'y a pas de souci. Pour atteindre nos objectifs. Donc, pour résumer, donc on a les objectifs justement qu'il va falloir, des objectifs stratégiques de l'entreprise qu'il va falloir être capable de formaliser, qui vont nous permettre d'identifier finalement les processus qui concourent à l'atteinte de ces objectifs-là, et les processus critiques notamment, ceux qui sont, on disait tout à l'heure,
qui concourent à obtenir un certain revenu, qui aurait un impact potentiel sur l'image de l'organisation, donc ce qu'on appelle les processus critiques. Au niveau système d'information, connaître les applications donc, qui supportent nos processus. Par support, j'entends les applications qui sont utilisées par les équipes pour réaliser leur travail au quotidien. Ces applications, on voit qu'elles sont également qu'elles ont des dépendances, on en parlait, hein, les applications qui vont interagir l'une avec l'autre, qui vont échanger des données, des flux. On parlait aussi des briques technologiques qui vont supporter nos applications, qui vont permettre de faire tourner donc, les applications. Finalement, ces applications technologiques, elles sont fournies par des tiers, rappelez-vous, donc qui peuvent être voilà, un fournisseur d'applications SaaS, comme on prenait Mega comme exemple, ou Microsoft, voilà, pour une technologie qui peut être voilà, Windows ou autre. Et ces tiers qui vont interagir avec l'organisation dans le cadre de processus. On va devoir également, dans le cadre de ce dispositif global de gestion de risque, avoir les équipes cybersécurité qui, elles, vont réaliser donc, des actions de détection de vulnérabilité sur les fameuses technologies, briques technologiques. Donc, c'est des actions plus ou moins réalisées de manière régulière. On a des scans mensuels des assets IT pour pouvoir identifier des vulnérabilités qui seraient connues sur telle ou telle technologie, en se basant sur les référentiels internationaux que sont le NIST ou autres. On va avoir des tests de phishing, voilà, des termes que vous avez sans doute entendu parler de votre côté, même à niveau personnel, des tests de phishing, des revues de configuration sur les applicatifs, des tests d'intrusion tout simplement sur des assets informatiques, des serveurs ou autres, et des audits du système d'information qui vont pouvoir être réalisés soit par des gens en interne, soit à l'externe. Et tout ça va nous donner donc une bonne vision sur le niveau de risque, les vulnérabilités potentielles des technologies qui sont déployées dans l'organisation. On va aussi avoir la notion de risque et de contrôle, donc de risque qui va être géré par les équipes GRC, et les contrôles qui vont être les moyens de maîtrise qui vont être mis en œuvre potentiellement au niveau processus ou au niveau même applicatif pour réduire potentiellement les risques. Et puis, on n'a pas évoqué, on a laissé la place pour les incidents, et notamment, alors on va parler surtout des incidents autour cyber, donc autour des TIC. Et donc voilà, là, vous avez en gros le panorama global de tous les concepts, toutes les notions qu'il va falloir gérer, les responsabilités au sein de l'organisation qui vont devoir les gérer, et leur imbrication, en fait, toutes les dépendances. Donc, et pour être encore un petit peu plus, alors, un petit peu plus explicite, ce que je vous propose de faire, c'est voir comment ce dispositif réagit lors d'un incident voilà, qui pourrait se produire. Donc, je vais avoir un incident qui pourrait être, si je prends un exemple, ça pourrait être une défaillance au niveau du chiffrement du système d'information, par exemple des données qui auraient filtré au niveau du SI. On va devoir être en mesure, avec ce dispositif, de qualifier l'incident sur quelle technologie il aura eu lieu, par exemple une technologie spécifique qui serait une plateforme Citrix, voilà, on va dire, qui serait vulnérable voilà, à un instant T. Cette plateforme, elle est fournie par un tiers, qui va être en fait un infogéreur. C'est le fournisseur, en tout cas, d'infogérance, et donc qui va être aussi impacté. On va avoir derrière la capacité de remonter finalement l'échelle avec les applications qui vont être supportées par ces technologies, donc des applications qui vont du coup devenir non opérationnelles, qui vont plus pouvoir continuer de fonctionner car les données qu'elles nécessitent comment on appelle ça, ont besoin d'être chiffrées. Et aujourd'hui, je sais plus, la technologie est plus en mesure de le faire. Les applications qui interagissent avec l'application qui est concernée vont être aussi impactées. Et donc, on est capable de remonter encore l'échelle avec les processus dans lesquels sont utilisées ces applications. On va dire dans le cadre d'une banque, ça pourrait être des processus de banque en ligne qui vont eux aussi être directement impactés. Et in fine, donc, l'objectif de revenus liés à la banque en ligne pour l'organisation serait directement impacté.
Ces incidents-là, ils vont devoir être remontés. Cet incident-là, il devra être remonté à l'équipe GRC. Sera relié effectivement au risque de, appelons-le, l'indisponibilité d'une partie du SI suite à une fuite de données, pour les applications de la banque en ligne. Et derrière, pardon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait une animation supplémentaire. Et derrière, cet incident va pouvoir être remonté par les équipes GRC aux autorités de contrôle concernées. En l'occurrence, en France, c'est l'ANSSI. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas avec ce fameux socle et la façon dont finalement avec toutes ces imbrications, comment est-ce qu'on est capable de remonter le fil d'un niveau très incident purement technologique à finalement une vision beaucoup plus métier et impact sur les objectifs stratégiques de l'organisation. L'étape d'après, c'est peut-être un petit rappel maintenant, parce qu'on arrive à la fin de notre présentation, avant de passer aux questions, sur les principaux défis de la DORA. Cyril, alors, les principaux défis de la DORA, on l'a vu, c'est tout l'enjeu du dispositif qu'on a essayé d'illustrer avec ce schéma qui, je l'espère, vous a plu. C'est d'identifier surtout les adhérences entre les ressources IT et les process critiques et de sécuriser et tester évidemment ces ressources IT critiques. Sur la partie gestion des tiers, comme Olivier l'avait identifié, c'est d'identifier les tiers technologiques dans les processus critiques et puis d'évaluer leur impact et leur criticité dans notre modèle d'affaires. Pour les incidents, c'est d'identifier l'impact et puis de remonter toute la chaîne jusqu'au processus critique et voir si c'est un incident majeur qui potentiellement peut mettre en défaut le système financier ou que je dois reporter directement à l'ANSSI. Est-ce que je peux avoir une piste d'audit complète du traitement de cet incident dans mon dispositif? C'est aussi de pouvoir analyser et documenter les causes profondes des incidents TIC et toute la partie reporting de déclaration aux autorités et de déclaration aussi de mes nouveaux tiers que je dois faire aussi auprès des autorités, mes nouveaux tiers technologiques que je dois faire de manière annuelle. Donc, on voit tous ces challenges en fait nécessitent en fait d'avoir une plateforme commune. C'est un peu l'idée qu'on a essayé de démontrer au travers de ce webinaire, une plateforme commune qui va nous permettre d'avoir ce socle pour répondre aux exigences de la DORA. Ouais. Une plateforme pour la DORA. Alors, on a vu que finalement, la DORA propose des défis qui sont multiples et un périmètre d'action qui est très large. Et pour pouvoir gérer finalement toute cette complexité, pour maîtriser toute cette complexité, on a une réponse pour ça, évidemment. Et c'est une plateforme unique qui permettrait donc de gérer, couvrir toutes les activités qu'on a évoquées juste avant, la gestion des risques, tout simplement. Bien évidemment, en se focalisant sur les process critiques, les ressources critiques, la capacité à cartographier le système d'information et ses dépendances, évaluer les risques derrière dans ces contextes-là, tous ces éléments-là, et déployer les moyens de maîtrise, les contrôles, etc. Donc ça, c'est vraiment le fameux premier pilier. Une plateforme qui va permettre aussi de faire tout ce qui est gestion d'incidents, déclaration d'incidents, identification de sur quoi porte l'incident, et puis la notification aux différentes personnes concernées. Une plateforme unique qui va permettre du coup de faire travailler, comment on appelle ça, va faire permettre de collaborer finalement différentes équipes, des gens qui sont côté DSI, des gens qui sont côté risque, côté conformité et autres. Également à la capacité avec un module de business continuity management de définir finalement, couvrir toute cette partie scénario de risque, mise en place de plans de continuité d'activité et de testing des activités de la résilience de l'organisation, notamment cette résilience cyber. On a noté la nécessité aussi de devoir gérer les tiers. Ça, c'est un petit peu, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer et qui est assez nouveau dans le cadre de la DORA. Donc, pouvoir identifier facilement les tiers critiques, mais également les évaluer. Et là, je vais peut-être laisser la parole Olivier pour que tu nous éclaires sur la capacité à pouvoir d'un outil pour pouvoir évaluer ces tiers. Ouais. Dans les faits, effectivement, le gros avantage, en l'occurrence, de la plateforme MegaOpEx, c'est d'avoir la capacité d'avoir justement toute l'information nécessaire pour relever les différents défis que présente la DORA et avoir surtout la possibilité de mettre toutes les fonctions autour de la même table.
de manière à ce que le RSSI puisse obtenir les informations qu'il souhaite sur l'impact métier, que les architectes d'entreprise puissent avoir des informations plus sur les sujets sécurité, etc. On a vu tout à l'heure, l'objectif, c'était aussi de pouvoir identifier à quel moment un tiers était impliqué dans la gestion de tout ou partie du système d'information et de facto impliqué sur le support de différentes activités métiers. Donc, au sein de cette plateforme, il y a la possibilité effectivement d'identifier les différents tiers pour chacune justement soit des applications, soit des processus clés. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire le lien entre ces tiers, donc avec notamment leur niveau de criticité, et de pouvoir faire le lien donc avec la plateforme Trustable pour pouvoir faire l'évaluation de ce tiers. Donc l'objectif étant de pouvoir faire l'évaluation de ce tiers via Trustable avec une donnée qui sera remontée dans la plateforme de manière à ce que l'entreprise soit en capacité justement de maintenir et d'avoir une visibilité sur le niveau de fiabilité de ces tiers par rapport à l'importance qu'ils ont au sein du système d'information et donc au sein des activités métiers. Les évaluations qui sont faites de manière graduée, donc les évaluations des tiers sont faites de manière graduée, avec pour des tiers qui seraient jugés effectivement critiques, une évaluation qui serait faite de manière très précise et très poussée, donc avec notamment au-delà je dirais, de l'estimation, de la conception des contrôles tels qu'ils ont été pensés, c'est de vérifier effectivement leur réelle implémentation et l'efficacité des mesures qui sont mises en œuvre. Et pour des tiers qui seraient moins critiques sur la chaîne, d'avoir effectivement des évaluations qui seraient moins poussées. Donc en tout cas, effectivement, ce que nous, on vous propose, c'est cet écosystème qui permet de répondre à bon nombre des défis que présente aujourd'hui Dora. Tout à fait, c'est ce qu'on a essayé de représenter là avec les chiffres romains qui représentent les piliers de la Dora. Voilà, les cinq piliers de la Dora. Voilà, une plateforme collaborative pour tout le monde. Je pense qu'il est temps qu'on conclue. Cyril et Olivier, la présentation avant de passer aux questions. Oui, alors c'est un peu une petite redite de ce que vient de dire Olivier, mais c'est vrai que vous l'avez compris, les bénéfices de l'approche connectée, c'est aussi de mutualiser les efforts de mise en conformité sur cette plateforme commune et de pouvoir partager l'information entre les différents services impactés. Le but ultime, c'est de renforcer la résilience cyber de l'organisation et aussi de limiter son impact sur le système financier en cas de défaillance. C'est de partager cette vision commune du risque cyber. Et j'allais dire accessoirement, mais non, puisque les amendes peuvent être quand même conséquentes. C'est d'éviter les amendes réglementaires de Dora qui doivent être spécifiées prochainement, puisque chaque État membre de l'IE va pouvoir spécifier le montant des amendes pour une non-conformité à la Dora.